La neige n'avait pas cessé de tomber. Pierre Laurent était assis seul dans sa maison, louée et glaciale, observant le givre qui rampait sur la vitre, tandis que des courriels non lus s'accumulaient sur son écran. Son café était froid, ses mains tremblaient. Dans la pièce voisine, sa petite fille brûlait de fièvre. D'un souffle hésitant, Pierre envoya le message qui mit fin à sa carrière. Il croyait que c'était la fin. Plus tard, alors que la neige ensevelissait la rue dehors, sa directrice générale se présenta sur le seuil de sa porte, sans y être invitée. Et plus rien ne fut jamais comme avant. Paris, au petit matin, ressemblait à la fin du monde. Pierre Laurent appuya son front contre la vitre gelée, contemplant les flocons qui tombaient en rideaux si épais qu'il ne distinguait plus le lampadaire de l'autre côté de la route. Derrière lui, l'écran de son ordinateur portable projetait une lueur bleue maladive sur le salon exigu. Le chauffage s'était éteint à nouveau et son haleine formait de petits nuages. Le café dans sa tasse avait refroidi depuis longtemps. Il ne l'avait pas remarqué. Sur l'écran, des notifications rouges s'empilaient, atteignant des chiffres alarmants. Alerte système. Avertissement de base de données. Courriel furieux d'Isabelle Moreau, directrice générale de Données Sources Technologies. Chaque objet plus agressif que le précédent. Serveur de production critique en panne. Où êtes-vous ? Ultimatum. Réunion du conseil imminent. Les mains de Pierre planaient au-dessus du clavier. Il connaissait la solution, savait exactement quelle ligne de code avait échoué, quel protocole de sauvegarde n'avait pas déclenché. Il avait construit ce système de toutes pièces il y avait longtemps, à l'époque où sa femme Élise était encore en vie, où il croyait encore pouvoir tout équilibrer, à l'époque où Sophie ne passait pas ses nuits à demander pourquoi papa n'était jamais à la maison. De la chambre au bout du couloir parvint une toux humide et rauque qui lui noua l'estomac. Il avait donné à Sophie la dernière dose de sirop pour enfants à minuit. Sa fièvre était élevée. À présent, l'aube approchait et il ignorait si elle avait baissé ou monté. Le téléphone sur la table vibra. Un autre appel de la ligne directe d'Isabelle, le 4e de la nuit. Il le laissa sonner dans le vide. Pierre se frotta les yeux jusqu'à voir des étoiles. Les chiffres sur l'écran se brouillaient. Pourcentage de disponibilité des serveurs, code de réponse, perte de revenus par minute d'arrêt. Données sûres traitait les transactions financières pour de nombreuses institutions bancaires majeures. Chaque seconde d'indisponibilité coûtait des milliers d'euros à l'entreprise. Chaque minute les rapprochait de pénalités pour rupture de contrat. Et Pierre était la seule personne capable de réparer cela rapidement. La lumière de la caméra de son ordinateur clignota en vert. Quelqu'un tentait de l'appeler en vidéo. Il ferma la fenêtre sans répondre. Cela faisait si longtemps qu'Élise était partie, en donnant naissance à leur fils qui n'avait survécu que peu de temps. Si longtemps que Pierre était devenu le seul parent d'une petite fille qui ne comprenait pas pourquoi maman ne rentrait pas. Si longtemps de semaines de travail interminables. Ramassage à la garderie juste avant la fermeture. Dîner sorti de boîtes en carton. Histoire sur du soir écourtée par des alertes d'urgence. Si longtemps que Sophie demandait « Papa, tu dois travailler ce soir ?» Dama so keketo, si longtemps à répondre oui. Une autre toux résonna de la chambre. Plus profonde cette fois. Humide. Les mains de Pierre se mirent à trembler. Il recula de son bureau, les pieds de la chaise raclant le linoléum bon marché. Le couloir était sombre et froid. La porte de Sophie était entrebâillée, la veilleuse projetant de longues ombres sur les murs. Elle avait repoussé les couvertures une fois de plus. Son petit corps recroquevillé en boule, frissonnant. Ses lèvres paraissaient bleues. Le cœur de Pierre s'arrêta. Il traversa la pièce en 2 enjambées, posa sa paume sur son front. Brûlant. Toujours brûlant. Peut-être plus qu'avant. Sa respiration sortait en halètements courts, sifflant. Papa. Ses yeux s'entr'ouvrirent, vitreux et perdus. Je sais, ma chérie. Il remonta les couvertures, les borda autour de ses épaules. Je suis là. C'est le matin ? Presque. Tu dois aller au travail ? La question plana dans l'air glacé entre eux.
Du salon parvint le bourdonnement strident d'un autre appel. Une autre urgence, une autre crise que lui seul pouvait résoudre. Pierre baissa les yeux sur le visage de sa fille. Petite, le portrait craché de sa mère. Malade, effrayée, seule, toujours seule. Non, murmura-t-il. Je n'y vais pas. Pierre était assis dans le salon obscur. Sophie enfin endormie contre son épaule, son front fiévreux pressé contre le creux de son cou. Dehors, la neige avait commencé à s'apaiser, mais les dégâts étaient faits. Une épaisse couche ensevelissait la rue, le trottoir, sa vieille Renault rouillée. L'écran de l'ordinateur portable luisait devant lui. Il avait mis son téléphone en silencieux. Appels manqués, messages vocaux, courriels non lus. Il ouvrit un nouveau message, tapa 3 mots dans l'objet. Lettre de démission. Ses doigts hésitèrent au-dessus des touches. Il avait répété ce moment 1000 fois dans sa tête. Il s'était imaginé rédiger une lettre professionnelle de préavis, pleine de formules polies et de gratitude pour les opportunités offertes. S'asseoir avec Isabelle Moreau dans son bureau aux parois de verre, serrer des mains, préserver sa dignité. Mais c'était avant que la fièvre de Sophie ne monte, avant qu'il ne réalise avoir manqué son spectacle scolaire la semaine précédente, avant d'expliquer à une petite fille pourquoi papa ne pouvait plus lire d'histoire du soir, parce que les urgences ne dorment jamais. Pierre se mit à taper. Isabelle, avec effet immédiat, je démissionne de Donessures Technologies. Je ne donnerai pas de préavis. Je ne réparerai pas la panne du serveur ce soir. Je ne répondrai plus à aucun appel ni courriel. Depuis trop longtemps, j'ai tout donné à cette entreprise. Chaque nuit tardive, chaque week-end, chaque instant que j'aurais dû passer avec ma fille. Et pourquoi ? Pour que vous me menaciez quand j'ose prioriser sa santé à votre réunion du conseil. Ma fille est malade. Elle est petite et elle brûle de fièvre. Et j'en ai fini de choisir la disponibilité des serveurs plutôt que son bien-être. Trouvez quelqu'un d'autre pour être votre machine. Pierre Laurent. Il le relut une fois, sans corriger, ajouta le service des ressources humaines en copie, le conseil d'administration, chaque dirigeant qui lui avait jamais envoyé un message Slack au milieu de la nuit. Son curseur plana sur le bouton d'envoi. C'était du suicide professionnel. Il serait blacklisté de toutes les entreprises tech de Paris. Tant d'années de travail, de construction de réputation, de preuves données après la mort d'Élise. Tout cela partit en un courriel. Sophie remua contre son épaule, marmonna quelque chose dans son sommeil. Son front brûlait encore contre sa peau. Pierre cliqua sur envoyer. Le son de l'envoi résonna comme un seau dans le vide. Il ferma l'ordinateur, débrancha son téléphone, porta Sophie dans sa chambre et l'aborda correctement cette fois. Avec 3 couvertures et son éléphant en peluche serré dans ses bras, il vérifia sa température. Encore élevée, mais moins qu'avant. Un progrès. Pierre revint au salon et se posta à la fenêtre. La neige avait cessé complètement. La rue gisait sous un silence blanc. Pas de voiture, pas de mouvement, juste la lueur orangée douce des réverbères se reflétant sur les congères intactes. Pour la première fois depuis si longtemps, son téléphone ne sonnait pas. Pour la première fois, personne n'avait besoin de lui pour réparer quoi que ce soit. Pour la première fois, Pierre Laurent s'endormit sans programmer de réveil. Les coups à la porte commencèrent tôt. Pierre se réveilla, en sursaut sur le canapé, désorienté. La lumière du soleil filtrait à travers les vitres givrées. Son cou lui faisait mal à cause de la position inconfortable. Les coups reprirent dans un surveillant, urgent, insistant, du genre qui dit « Cela ne va pas s'arrêter ». Il se leva en titubant, vérifia d'abord la chambre de Sophie. Encore endormie, température baissée. Il referma sa porte et se dirigea vers l'entrée. À travers le panneau de verre givré, il distingua une silhouette, grande, manteau coûteux. Pierre ouvrit la porte à moitié, gardant la chaîne de sécurité. Isabelle Moreau se tenait sur son perron. La directrice générale de Donessures Technologies, celle qui ne quittait son bureau que pour des réunions du conseil ou des appels avec des investisseurs, se tenait sur le perron branlant en bois de sa maison,
loué dans une banlieue sud-est de Paris. La neige couvrait son manteau luxueux, ses escarpins de marque totalement inadaptés à l'épaisse couche de poudreuse qu'elle avait apparemment traversée pour arriver jusqu'ici. Monsieur Laurent, sa voix était tranchante, professionnelle, vibrante d'une fureur à peine contenue. « Nous devons parler. » Pierre la dévisagea, la neige fondant sur ses épaules, le SUV noir garé au bord du trottoir, avec un chauffeur attendant dedans, la façon dont son haleine formait des nuages rageurs. « Non, dit-il, et il commença à refermer la porte. Sa main jaillit, bloquant le cadre. Le serveur de production est toujours en panne. Des dizaines de banques ne peuvent pas traiter les transactions. Nous perdons de l'argent à chaque seconde. Vous allez réparer cela. Non, répéta Pierre. Je ne le ferai pas. C'est une rupture de contrat. Je vous poursuivrai en justice. Poursuivez-moi. Les mots sortirent plats. Tant mon qui plat. Mort. Je ne possède rien qui vaille la peine d'être pris. Cette maison est louée. Ma voiture est vieille. Mon compte bancaire est presque vide. Allez-y. Poursuivez-moi pour le coût des factures médicales de ma fille. Quelque chose vacilla sur le visage d'Isabelle. Pas tout à fait de l'incertitude, mais presque. Monsieur Laurent, ma fille brûlait de fièvre pendant que vous m'envoyiez des courriels exigeant que je répare vos serveurs. La voix de Pierre monta malgré lui. Elle est petite et elle me demande depuis des mois pourquoi je ne suis jamais à la maison. Et hier soir, j'ai enfin compris la réponse. L'expression d'Isabelle se durcit. Vos circonstances personnelles ne... Sortez de mon perron. Le conseil se réunit bientôt. Je me fiche de votre conseil. Les mains de Pierre tremblaient à nouveau, mais pas de froid cette fois. Je me fiche de vos serveurs, je me fiche de vos contrats, de vos revenus ou de votre cours en bourse. Je me soucie de ma fille, que je n'ai pas mise en premier depuis si longtemps, parce que j'étais trop occupé à être votre machine. Silence. Isabelle Moreau le fixa. Derrière elle, le moteur du SUV ronronnait. La neige recommença à tomber. De légers flocons s'accrochaient à ses cheveux sombres. Puis, de l'intérieur de la maison, parvint un son qui glaça le sang de Pierre. Sophie qui toussait. Pas la toux sèche de la nuit précédente. Celle-ci humide et rauque. Le genre qui signifiait du liquide dans les poumons, suivi d'une petite voix effrayée. « Papa ». Pierre se tourna sans un mot de plus, laissant Isabelle sur le seuil, tandis qu'il courait vers la chambre de sa fille. Sophie était assise dans son lit, son petit corps secoué de toux qui sonnait comme du tissu qui se déchire. Ses lèvres avaient pâli, pas le rose sein qu'elles devraient avoir, mais une couleur cendrée qui fit chuter l'estomac de Pierre. Quand elle essayait de respirer entre les quintes, cela sortait dans un sifflement aigu et anormal. Son pyjama était trempé de sueur. L'éléphant en peluche gisait oublié par terre où elle l'avait fait tomber dans sa lutte pour respirer. Ses petites mains agrippaient sa poitrine comme si elle pouvait forcer l'air à entrer. « Je peux pas », haleta-t-elle. « Je peux pas respirer. » La formation de Pierre prit le relais avant que la panique ne l'envahisse. Avant la mort d'Élise, il avait suivi un cours de premier secours pédiatrique à son insistance. Il avait trouvé cela excessif à l'époque. À présent, ses mains bougeaient en pilote automatique. La mémoire musculaire prenait le dessus là où la pensée consciente échouait. Il attrapa son inhalateur sur la table de nuit. Elle avait un asthme léger, hérité du côté de sa mère. Il le pressa contre ses lèvres. « Inspire profondément, ma chérie. Allez, regarde-moi. Inspire profondément avec papa. » Il démontra, exagérant le mouvement, essayant de la faire l'imiter. Elle n'y arrivait pas. Sa poitrine se soulevait inutilement, ses côtes saillant contre sa peau fine tandis que son corps luttait pour l'oxygène qu'il ne pouvait obtenir. L'inhalateur ne fit rien. Pire que rien, il semblait accroître sa panique. Ses yeux s'affolaient avec la réalisation que la chose qui aidait toujours n'aidait pas. « Sophie, regarde-moi. » Il prit son visage entre ses mains, se forçant à rester calme, même si la terreur lui serrait la gorge. « Regarde, papa. On va compter ensemble. » « D'accord.
1, 2. Elle secoua la tête violemment, les yeux écarquillés de panique, des larmes coulant sur ses joues rougies. Des pas dans le couloir, rapides, déterminés, pas les pas hésitants de quelqu'un incertain d'intervenir. Pierre leva les yeux pour voir Isabelle Moreau, debout sur le seuil de la chambre de sa fille, encore dans son manteau couvert de neige, de l'eau formant une flaque sur le tapis, bon marché sous ses escarpins ruinés. Elle observait la scène avec une expression qu'il n'avait jamais vue sur son visage depuis qu'il travaillait sous ses ordres. De l'incertitude. Une incertitude brute, sans garde. La reine des glaces de Donessure Technologies, qui avait un jour réprimandé un dirigeant du CAC 40 devant son propre conseil, paraissait perdue, debout dans la chambre d'une petite fille, regardant une enfant lutter pour respirer. « Elle a besoin d'un hôpital », dit Isabelle doucement, sa voix dépouillée de son acier corporatif habituel. « Tout de suite. Pas dans 10 minutes. Maintenant. » « Les routes ne sont pas déneigées, répliqua Pierre, essayant l'inhalateur à nouveau. Toujours rien. La respiration de Sophie empirait. « Je ne peux pas conduire dans ces conditions. J'ai un SUV. Le chauffeur connaît la neige. » Isabelle sortit son téléphone. « J'appelle l'hôpital Necker. Ils seront prêts. » Pierre la dévisagea. C'était Isabelle Moreau, la femme qui avait fait pleurer un ingénieur senior en réunion, qui avait licencié 3 directeurs en une journée, qui dirigeait Donessure comme une opération militaire sans tolérance pour la faiblesse. Et elle offrait son aide. Sophie toussa à nouveau, crachant du mucus teinté de rose. Décision prise. « Allez, dit Pierre. Démarrez la voiture. » Isabelle se déplaçait déjà, téléphone à l'oreille, aboyant des ordres à quelqu'un à l'autre bout, tandis qu'elle disparaissait dans le couloir. Pierre enveloppa Sophie dans ses couvertures, attrapa son éléphant et la porta à travers la maison. Elle ne respirait plus normalement, juste de courtes inspirations désespérées. Ses doigts s'enfonçaient dans sa chemise. La porte arrière du SUV était ouverte. Isabelle était assise à l'avant, côté passager, encore au téléphone. Pierre grimpa avec Sophie et le chauffeur. Un homme aux cheveux gris et aux mains fermes s'éloigna du trottoir avant que la porte ne soit complètement fermée. « Les urgences pédiatriques nous attendent, » dit Isabelle sans se retourner. Temps estimé, 12 minutes. Le SUV naviguait les rues encombrées de neige avec une aisance experte. Pierre tenait Sophie contre sa poitrine, comptant ses respirations. 12 par minute, puis 10, puis 8. Le téléphone d'Isabelle vibra. Elle jeta un œil à l'écran et sa mâchoire se crispa. La réunion du conseil commence bientôt. Ils exigent des réponses. Alors dites-leur, commença Pierre. Je ne leur dis rien. Elle mit le téléphone en silencieux et le glissa dans son sac. Ils peuvent attendre. Pierre regarda l'arrière de sa tête, stupéfait. La respiration de Sophie octa. S'arrêta. Le monde de Pierre se rétrécit à un point. « Respire », murmura-t-il. 2 secondes, 3, 4. Puis une inspiration haletante, humide et horrible, mais de l'air. Encore combien de temps ? La voix de Pierre se brisa. 4 minutes, dit le chauffeur calmement. La circulation est fluide sur le boulevard. Isabelle se tourna sur son siège pour regarder Sophie pour la première fois. Son expression était indéchiffrable. « Elle vous ressemble, » dit-elle doucement. « Elle ressemble à sa mère. » Quelque chose traversa le visage d'Isabelle. De la reconnaissance, peut-être, ou du regret. L'hôpital apparut à travers la neige qui tombait. Le chauffeur s'arrêta directement devant l'entrée des urgences où 2 infirmières et un médecin attendaient déjà avec un brancard. Pierre porta Sophie dehors, la confia au médecin, les regarda disparaître derrière les portes automatiques et resta là dans la neige, tremblant, incapable de bouger. Isabelle Moreau se tenait à ses côtés. « Venez à l'intérieur, dit-elle. Vous gelez. » Pour la première fois depuis la mort d'Élise, Pierre laissa quelqu'un d'autre prendre les rênes. Le diagnostic arriva plus tard. Pneumonie par aspiration bilatérale, liquide dans les 2 poumons, saturation en oxygène basse, bien en dessous de la normale. La doctoresse,
une femme dans la cinquantaine aux yeux bienveillants et aux mains efficaces expliqua que Sophie avait probablement inhalé du mucus ou du vomi en dormant, ce qui avait déclenché l'infection. Il l'admettait immédiatement en soins intensifs pédiatriques. Elle aura besoin d'antibiotiques par intraveineuse pendant plusieurs jours, dit la doctoresse en notant sur une tablette. Thérapie respiratoire régulière. Nous la garderons sous oxygène supplémentaire jusqu'à ce que ses niveaux se stabilisent. La bonne nouvelle, c'est que nous l'avons prise à temps. Les enfants de cet âge, leurs poumons sont résilients. De vrai, le mot plana comme une menace. Pierre était assis sur une chaise en plastique dans l'aile pédiatrique, fixant le vide. Isabelle avait disparu quelque part. Il ne l'avait pas remarqué quand. Les sons de l'hôpital filtrèrent dans sa conscience sans sens. Bips des moniteurs, conversations étouffées, crissements de semelles en caoutchouc sur le linoléum, son téléphone vibra dans sa poche. Il avait oublié qu'il l'avait. Appel manqué. Courriel non lu. Son doigt plana sur le bouton pour l'éteindre à nouveau. Puis il vit les objets des courriels. Pas des RH, pas d'Isabelle, du conseil d'administration, des banques, des agences de régulation. Urgence. Enquête fédérale ouverte. Accès, système suspect. Malware détecté. Le sang de Pierre se glaça. Ce n'était pas juste une panne de serveur. Quelqu'un avait saboté le système. Et d'après les horodatages de l'exécution du code malveillant, cela s'était produit pendant son tour de garde, alors qu'il était chez lui avec Sophie. Ses identifiants d'accès, son autorisation de sécurité, sa signature numérique partout sur la brèche. Il fit défiler les journaux forensiques, les mains tremblantes pour une raison différente maintenant. L'attaque était sophistiquée, ciblée. Quelqu'un avait utilisé son jeton VPN pour contourner chaque couche de sécurité qu'il avait construite, mais Pierre avait été déconnecté depuis des heures. Son VPN avait été coupé depuis qu'il avait envoyé le courriel de démission, ce qui signifiait que quelqu'un d'autre avait accès à ses identifiants. Quelqu'un à l'intérieur de données sûres. Monsieur Laurent. Il leva les yeux. Isabelle se tenait là, tenant 2 tasses de mauvais café d'hôpital. Elle paraissait différente, plus petite. L'armure de l'autorité corporative effacée par les lumières fluorescentes et les salles d'attente pédiatriques. Votre fille est stable. Ils disent qu'elle est sous oxygène. La doctoresse affirme qu'elle se remettra complètement avec des antibiotiques et du repos. Le soulagement le frappa comme un coup physique. Il dut agripper les accoudoirs pour rester droit. Isabelle s'assit à côté de lui tendant un des cafés. Il vous laisse l'avoir. C'est piqué, il vous laisse l'avoir bientôt. Pierre prit le café sans le boire. Quelqu'un m'a piégé. Quoi ? Il lui montra son téléphone. Les journaux forensiques. La chronologie qui prouvait qu'il n'avait pas pu exécuter l'attaque. L'expression d'Isabelle passa de la confusion à la compréhension, puis à la fureur en un battement de cils. Qui a accès à vos identifiants ? Personne. Ils sont verrouillés biométriquement. Alors comment ? À moins que quelqu'un n'ait cloné mon jeton de sécurité. L'esprit de Pierre parcourait les possibilités, ce qui requérait un accès physique à mon poste de travail et des privilèges administratifs pour contourner le chiffrement. Isabelle sortit son propre téléphone, fit défiler les journaux d'accès, sa mâchoire se serrant à chaque glissement. Antoine Duval, dit-elle enfin, membre senior du conseil. Il a accédé à la salle des serveurs la nuit dernière. Pierre connaissait le nom. Duval poussait depuis des mois pour externaliser la sécurité de données sûres à une firme dirigée par son neveu. Il essaie de vous faire virer, dit Pierre lentement. Non, il essaie de me remplacer. Si le conseil pense que vous ne pouvez pas gérer une brèche de sécurité, ils voteront pour me chasser et vous le reprocher dans la foulée. Isabelle se leva brusquement. C'est pour cela qu'il voulait avancer la réunion du conseil. Il doit présenter les preuves avant que quiconque ne vérifie la chronologie. La réunion. Pierre vérifia sa montre. Quand commence-t-elle ? Elle a déjà commencé. Ils se fixèrent et en méfiant. Une infirmière apparut sur le seuil. « Monsieur Laurent, votre fille vous demande. » Pierre regarda Isabelle, le téléphone dans sa main montrant l'ordre du jour de la réunion du conseil, les journaux de sécurité
qui pouvait laver son nom et exposer la conspiration de Duval. Puis il regarda l'infirmière. « Allez-y, dit Isabelle doucement. Je m'occupe du conseil. Ils vous détruiront sans preuve. Alors obtenez des preuves. » Elle tendit la main. « J'ai besoin de votre téléphone et de vos codes d'accès. » Pierre hésita. Quelques jours plus tôt, il avait démissionné, brûlé tous les ponts, juré de ne plus jamais prioriser données sûres à sa fille. Mais Isabelle Moreau avait traversé une tempête de neige pour l'aider, avait annulé sa réunion du conseil pour emmener Sophie à l'hôpital, avait attendu dans une salle d'attente en buvant un mauvais café au lieu de sauver son entreprise. Il lui tendit le téléphone. « 15 minutes, dit-il. C'est le temps qu'il vous faudra pour extraire les journaux de transaction des serveurs et prouver la chronologie. Mais vous devrez le faire depuis mon poste de travail. Et vous aurez besoin de mon authentification biométrique pour accéder à la sauvegarde chiffrée. » Les yeux d'Isabelle se plissèrent. « Vous n'êtes pas sérieusement en train de suggérer... »« Je suggère que vous apportiez la tablette de ma fille, dit Pierre, et une bonne webcam. Je peux m'authentifier à distance depuis sa chambre d'hôpital. » Un lent sourire se répandit sur le visage d'Isabelle. Le premier sourire sincère qu'il ait vu chez elle. « Monsieur Laurent, dit-elle, je commence à comprendre pourquoi je ne pouvais pas vous remplacer. » Sophie paraissait minuscule dans le lit d'hôpital, le tube d'oxygène scotché sur son visage, la perfusion sortant de sa petite main, mais ses yeux étaient clairs quand Pierre entra, et elle sourit. « Salut, ma chérie. Papa. » Sa voix sortit rauque, mais ferme. « La doctoresse dit que j'aurai de la glace. »« Autant que tu veux. » Il s'assit au bord du lit, prudent pour ne pas bousculer les fils. « Comment te sens-tu ? » Fatigué, mais plus la fatigue effrayante. La gorge de Pierre se serra. « Je suis désolé d'avoir laissé ça empirer. C'est pas grave. » Elle tendit la main vers la sienne. « Tu es venu. » Les mots frappèrent plus fort que n'importe quelle lettre de démission. Son téléphone vibra. Message d'Isabelle. À votre poste de travail. Prête quand vous l'êtes. Pierre regarda sa fille. Sophie, j'ai besoin de faire quelque chose sur l'ordinateur pendant quelques minutes. C'est d'accord ? Elle hocha la tête somnolente. Tu répares quelque chose ? Oui, mais je ne te laisse pas. Je reste ici. Promis, promis. Il installa la tablette sur la table de chevet. L'orientant pour voir Sophie et l'écran en même temps, ouvrit la connexion sécurisée à son poste de travail. Le visage d'Isabelle apparut à l'écran. La lumière fluorescente crue la faisait paraître épuisée. Derrière elle, Pierre voyait son cubicule vide. « La réunion du conseil bat son plein, » dit-elle doucement. Duval présente son dossier. Il a des preuves fabriquées qui vous font passer pour coupable et moi pour incompétente. Combien de temps avant le vote ? 10 minutes, peut-être moins. Pierre positionna son visage devant la caméra de la tablette. Le scanner biométrique s'activa, lisant son motif rétinien. Lumière verte, accès accordé. « Guidez-moi, » dit Isabelle. « Que dois-je chercher ?» Pendant les minutes suivantes, Pierre la dirigea à travers le système de sauvegarde chiffré qu'il avait construit. Couche après couche de protocoles de sécurité, chacun requérant son autorisation verbale et sa confirmation biométrique. Les doigts d'Isabelle volaient sur le clavier, suivant ses instructions avec la précision de quelqu'un qui avait bâti des entreprises à partir de rien. Les journaux de transactions apparurent à l'écran. Horodatage, modèle d'accès, et voilà. La signature d'identifiant d'Antoine Duval accédant au jeton VPM de Pierre, copiant les clés de chiffrement, exécutant l'injection de malware, exactement quand les journaux d'accès de Pierre montrèrent qu'il était déconnecté depuis des heures. « Je l'ai, » souffla Isabelle. « Preuve irréfutable. Horodaté. Authentifié. Il est fichu. Papa. » La voix de Sophie, petite et ensommeillée. Pierre se tourna de l'écran. « Oui, ma chérie, c'est la dame de chez nous ?» Sur l'écran de la tablette, Isabelle Moreau se figea. « Oui, » dit Pierre, « c'est Isabelle. Elle nous a aidés à venir à l'hôpital. » Sophie agita faiblement la main vers la caméra. « Merci. » Quelque chose se brisa dans l'expression d'Isabelle. Pas la reine des glaces de Données sur Technologies.
Juste une femme qui avait peut-être oublié ce que cela faisait d'aider quelqu'un sans rien attendre en retour. « De rien, dit-elle doucement. Isabelle, Pierre attira son attention avant qu'elle ne déconnecte. « Faites-les payer. » Elle sourit. Froid, tranchant. Exactement l'expression qu'il se rappelait de chaque réunion du conseil où il avait observé depuis le fond de la salle. « Oh, j'en ai l'intention. » L'écran s'éteignit. Pierre se tourna vers Sophie, qui dérivait déjà vers le sommeil, une main tenant encore la sienne. Pour la première fois depuis si longtemps, il l'avait choisie en premier, et d'une manière ou d'une autre, incroyablement, cela avait suffi. La maison était différente maintenant, plus chaude. Pas seulement parce que Pierre avait enfin réparé le système de chauffage capricieux, bien qu'il l'ait fait, ainsi que le robinet qui fuyait dans la salle de bain et la latte de plancher branlante dans le couloir sur laquelle Sophie trébuchait toujours. Mais la vraie chaleur venait de quelque chose de moins tangible. Elle semblait habiter maintenant, comme un foyer plutôt qu'un endroit où il dormait occasionnellement, entre urgence et appel de crise. Le salon exigu, autrefois dominé par son ordinateur de travail et des câbles épars, avait maintenant un coin lecture dans l'angle, un fauteuil confortable, une lampe sur pied, des étagères pleines de livres d'images qui étaient lus à des heures raisonnables, pas précipités à minuit quand Sophie était déjà à moitié endormie. Sophie était assise à la table de la cuisine, la langue tirée en concentration, tandis qu'elle coloriait un dessin de bonhomme de neige. Le soleil d'été inondait les fenêtres. La fièvre, la pneumonie, la nuit terrifiante à l'hôpital. Tout cela semblait appartenir à une autre vie. L'ordinateur de Pierre était ouvert sur le comptoir. Mais pour une fois, il ne le fixait pas. Il préparait des crêpes, des vraies, faites maison, avec des pépites de chocolat arrangées en visage souriant. Son téléphone vibra. Message d'Isabelle. Mise à jour statut. Pierre sourit et répondit. Système stable. Pas de problème cette nuit. 3 points apparurent. Disparurent, réapparurent. Bien. À lundi au bureau après avoir déposé Sophie au centre aéré. Parfait. Oh, le jugement de Duval est bientôt. Duval est bientôt. Je pensais que vous voudriez savoir. Pierre avait presque oublié. Antoine Duval, ancien membre du conseil, condamné pour sabotage corporatif et tentative de fraude. Le procès avait été rapide une fois les preuves rendues publiques. Des années en prison fédérale. J'y serai. Il posa le téléphone et retourna les crêpes. « Papa, Isabelle vient encore ?» demanda Sophie sans lever les yeux de son coloriage. « Probablement pas ce week-end. » « Pourquoi ? » ?»« Je l'aime bien. Elle est drôle. » Pierre sourit. Isabelle Moreau, la reine des glaces de Donessure Technologies, décrite comme drôle par une petite fille. La même Isabelle qui avait restructuré son contrat d'emploi entier après la réunion du conseil, le nommant directeur de la sécurité avec des horaires flexibles, du télétravail et un mandat pour bâtir une équipe solide afin qu'il ne soit plus le point de défaillance unique. La même femme qui avait personnellement licencié 3 managers qui envoyaient des courriels non urgents à leurs équipes après les heures de bureau, avec un mémo à toute l'entreprise sur l'équilibre vie professionnelle-personnelle qui avait fait le buzz dans l'industrie tech. La même Isabelle qui s'était présentée à la chambre d'hôpital de Sophie après le diagnostic de pneumonie avec un éléphant en peluche 2 fois plus grand que l'original et qui avait fini par rester des heures à lire des livres d'images dans un fauteuil d'angle pendant que Sophie somnolait et que Pierre répondait à des courriels qui avaient apporté du vrai café, pas la boue de la cafétéria de l'hôpital, qui était resté là dans son tailleur, paraissant complètement déplacé parmi les fresques colorées et les bips des moniteurs, et qui avait lu Max et les Maxi-Monstres avec la même intensité qu'elle mettait dans les appels de résultats trimestriels. La même Isabelle qui lui envoyait maintenant un message chaque vendredi soir pour confirmer qu'il quittait bien le travail à l'heure prévue. « Elle est drôle !» acquiesça Pierre, à sa façon. « Je lui ai dessiné un dessin. » Sophie leva son œuvre. « C'est nous tous. » Pierre regarda le dessin. 3 bonshommes bâtons devant une maison, un homme, une fille et une femme aux longs cheveux sombres.
Au-dessus, Sophie avait écrit en lettres majuscules soignées « Famille ». Sa gorge se serra. « C'est parfait », dit-il doucement. Dehors, le soleil d'été brillait sur un quartier parisien, revenant lentement à la vie après le long hiver. La neige avait fondu, disparu depuis des semaines. Le froid s'était brisé. Les rues étaient vivantes à nouveau, remplies de mouvements et de couleurs. Quelque part au loin, Pierre entendait des enfants jouer sous un arroseur. Leur rire porté par l'air chaud, un chien aboyait. La musique lointaine d'un camion de glace passait. Le monde avait continué de tourner. Il le faisait toujours. Mais pour la première fois depuis la mort d'Élise, Pierre sentait qu'il tournait avec lui, au lieu d'être traîné derrière. Il servit les crêpes, 3 pour Sophie, 2 pour lui, les pépites de chocolat en sourires exagérés, et s'assit en face de sa fille, à la petite table de cuisine, autrefois ensevelie sous des documents de travail, et qui ne portait plus qu'un vase de fleurs fraîches, qu'Isabelle avait apporté la semaine précédente. « Tu sais quoi ?» dit-il. « Quoi ? Je ne vais nulle part aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux faire ?» Le visage de Sophie s'illumina comme si on lui offrait le monde. Comme tous les matins de Noël et les vœux d'anniversaire en un seul instant. Vraiment ? Toute la journée ? Toute la journée. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas d'urgence. Elle se jeta sur lui, oubliant les crêpes, jetant ses bras autour de son cou, avec l'intensité farouche que seuls les enfants peuvent avoir. On peut aller au parc, prendre une glace, et voir si la bibliothèque a ce nouveau livre sur le dragon ? Tout ça, promit Pierre. Chaque chose. Et peut-être, d'une certaine façon, elle l'avait. Car des jours de neige et un courriel désespéré avaient enseigné à Pierre Laurent quelque chose qu'il avait oublié depuis la mort d'Élise. Parfois, la chose la plus courageuse n'est pas de réparer la crise. Parfois, c'est de la laisser se briser et de choisir d'être exactement là où l'on est nécessaire. Dans les tourments de la vie quotidienne, l'histoire de Pierre Laurent nous rappelle avec une poignance infinie que le vrai courage ne réside pas toujours dans la résolution des crises qui nous assaillent, mais parfois dans le choix audacieux de les laisser éclater pour se recentrer sur l'essentiel. Ce père veuf, piégé dans les rouages impitoyables d'une entreprise technologique parisienne, a sacrifié des années de sa vie à des nuits blanches et des urgences incessantes au détriment de sa petite Sophie, cet enfant fragile qui réclamait simplement sa présence. Face à la fièvre dévorante de sa fille, il a osé rompre les chaînes de son dévouement professionnel, envoyant une démission qui semblait signer la fin de tout. Pourtant, ce geste désespéré a révélé la humanité cachée derrière les masques corporatifs. Isabelle Moreau, la dirigeante inflexible, s'est transformée en allié inattendu, traversant la neige pour sauver une vie innocente. Ensemble, ils ont démasqué une trahison interne, prouvant que la vulnérabilité peut forger des liens inattendus et restaurer l'équilibre perdu. Cette fable moderne nous enseigne que prioriser l'amour familial sur les ambitions éphémères n'est pas une faiblesse, mais une force profonde qui réchauffe les cœurs gelés par le quotidien. Dans un monde où le travail nous dévore, elle nous invite à nous interroger. Combien de moments précieux avons-nous sacrifiés pour des alertes qui s'effacent ? Sophie, avec son sourire innocent et ses dessins de famille recomposés, incarne cette résilience enfantine qui nous pousse à reconstruire. Pierre a redécouvert la joie simple d'un après-midi au parc, d'une glace partagée, d'une maison devenue foyer. Et si, comme lui, nous osions lâcher prise, cette leçon émouvante nous murmure que la vie récompense ceux qui choisissent le cœur plutôt que la machine, transformant les tempêtes en renaissance lumineuse. Chers amis, si cette histoire vous a touché au plus profond, partagez vos réflexions dans les commentaires. Avez-vous déjà fait un tel choix ? Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres récits inspirants qui illuminent l'âme. Ensemble, explorons les leçons qui changent tout. Tokati.